Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de technique de l'ingénieur en partenariat avec le CETIM. Aujourd'hui, nous allons parler de la durée de vie résiduelle des structures et équipements. Et pour ça, je reçois Bruno Depal, il est expert référent du CETIM en calcul de structure. À la fin de la présentation, un temps sera dédié à vos questions. Vous pouvez nous les envoyer directement via le chat et je les poserai à notre invité. Vous pourrez aussi retrouver l'intégralité de ce webinaire en ligne sur le site de Technique de l'ingénieur d'ici quelques jours. Il vous suffira de cliquer sur l'onglet Magazine d'actualité, puis Conférence en ligne. Allez, je vous laisse maintenant en compagnie de Bruno. Bonjour à tous, oui, Bruno Depal, je suis ingénieur en génie mécanique, je travaille au CETIM depuis 1992 et je vais vous parler de la durée de vie résiduelle des équipements et des structures. Et cette présentation a été co-rédigée avec le Dr Benevache, qui est expert en fatigue au CETIM. Alors, tout d'abord, nous verrons quelques notions sur le contexte, le vieillissement des équipements. Ensuite, la vérification en fatigue des charpentes en Europe avec des Eurocodes. Puis des notions sur la conception, la durée de vie résiduelle des appareils de levage et des normes associées. Nous aborderons ensuite la méthodologie globale du CETIM d'évaluation de la durée de vie résiduelle. Je vous montrerai quelques exemples d'applications qui ont été réalisées par notre centre technique, puisque CETIM est le centre technique de la mécanique, et puis les perspectives pour ces démarches. Alors, dans le contexte, pourquoi la durée de vie résiduelle? C'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a un très grand nombre de structures, de machines, de composants qui nécessitent une évaluation de leur durée de vie résiduelle, ou Residual Life Assessment en anglais. La question de base, c'est lorsqu'un équipement ou une structure a atteint sa durée de vie de conception, son exploitant doit se poser lui-même des questions cruciales, telles que puis-je continuer à l'utiliser telle qu'elle et sans danger? Et si oui, pour combien de temps? Donc, aborder la durée résiduelle, c'est aborder cette problématique qui est celle de l'extension éventuelle de la durée d'exploitation. Cependant, la plupart des normes ou des règles de calcul ont été conçues pour des durées de vie figées, pas pour une prolongation de durée d'exploitation d'un équipement qui a vieilli. Donc, cette présentation va donner quelques références existantes applicables à la DVR et on va présenter également la méthodologie qu'on a développée dans notre centre technique avec quelques exemples. Alors, quelques notions pour situer un peu le sujet. Aujourd'hui, on sait qu'à peu près 80-90% des défaillances de structures en service sont dues à la fatigue. En Europe, plus de 50% du budget pour le développement des infrastructures est dédié à la maintenance et à la modernisation de l'existant. Quelques exemples ensuite qui sont dédiés à l'Asie, parce que cette présentation avait été faite initialement pour une conférence en Chine. En Indonésie, 23% des 88 000 ponts existants ont plus de 50 ans et 53% sont endommagés. Au Vietnam, 88% des ponts ferroviaires ont été construits du temps de la colonisation et 80% des ponts présentent des fissures en fatigue. Dans le port de Wuhan, qui est un port intérieur, 89% des portiques de levage ont plus de 20 ans d'âge et présentent des fissures de fatigue. Donc le problème est vraiment global. Qu'est-ce qu'il en est de l'évaluation des structures métalliques et des appareils de levage? Tout d'abord, les structures métalliques en Europe et qui sont régies, vous le savez, par les Eurocodes. Qu'est-ce que c'est que les Eurocodes? Les Eurocodes, c'est une famille, 10 familles de normes européennes qui fournissent les moyens de vérifier une conformité avec les exigences de résistance mécanique. Depuis mars 2010, ils sont obligatoires pour les marchés publics dans l'Union européenne et ils remplacent toute norme nationale antérieure. Alors, cette famille, ces 10 familles de normes européennes représentent 58 normes en fait. Et parmi celles-ci, les plus dédiées aux problèmes de fatigue et de DVR sont celles que j'ai listées en dessous. On peut noter par exemple la partie 2 de l'Eurocode 1 qui est dédiée aux charges de trafic sur les ponts, que ce soit des ponts routiers ou ferroviaires. Ça vous donne des spectres types de passage de véhicules, de trafic à prendre en compte. Et pour le calcul en fatigue des structures elles-mêmes, la partie 1.9 de l'Eurocode 3 sera la partie prédominante. La vérification en fatigue selon cet Eurocode se fait principalement avec des étendues de contraintes, c'est-à-dire des variations de contraintes entre une valeur mini et une valeur maxi, qui sont déterminées à partir des charges et des propriétés des sections concernées, avec des courbes de résistance en fatigue qui sont représentées sur la figure ici, correspondant aux détails constructifs que l'on aura choisis, et avec une probabilité de survie de 97,7%. Et la méthode du point chaud, qui est une méthode, donc ces méthodes de calcul sont par défaut basées sur la contrainte nominale,
Mais on peut également utiliser des méthodes de mesurage ou la méthode des éléments finis avec la méthode du point chaud, dite également de la contrainte géométrique, qui est intégrée dans cet Eurocode fatigue. Donc le but, ce n'est pas de refaire un cours en fatigue, hein, mais vous voyez bien qu'ici, on a des courbes de voleur. Donc ce sont les courbes qui vous donnent, en fonction du nombre de cycles appliqués à un composant, la résistance en fatigue qui est permise. Donc la résistance en fatigue, idéalement, il faut se situer sous ces courbes. Et chacune de ces courbes correspond à une famille de détails constructifs. Donc plus la courbe est basse, plus le détail en question sera critique vis-à-vis de la fatigue. Il présentera une concentration de contrainte qui sera de plus en plus élevée au fur et à mesure que l'on descend vers le bas. Alors ça, les Eurocodes, c'est pour concevoir en fatigue des charpentes métalliques. La question, c'est ensuite comment traiter des structures très âgées, par exemple, comme celles qui sont présentées sur cette figure, des ponts ferroviaires du 19e siècle. Alors, les gens qui ont rédigé les Eurocodes se sont intéressés à la question dans les années 90. Ils ont publié de nombreuses études et ils ont synthétisé leurs conclusions dans le rapport que vous avez là, qui est vérification de structures métalliques existantes, recommandations pour l'estimation de la durée de vie résiduelle. C'est une méthode qui est intégrée dans ce document, mais ce groupe de travail n'a pas pu faire aboutir ses travaux sous forme de transformation en une norme, au même statut que les Eurocodes. C'est un document savant, mais ça n'est que ça. Par contre, il est très utile. Alors, voici le logigramme qui présente très brièvement la méthode, qui est une méthode en fait itérative, parce que vous concevez bien que pour aborder le problème de la durée de vie résiduelle, on a plusieurs cheminements possibles en fonction de la qualité de l'information que l'on a, de la quantité aussi, et de l'état de la structure qui est considérée. Donc eux, ils ont choisi dans ce logigramme de subdiviser leur méthode en 4 phases. La phase 1 qui est l'ingénieur seul en charge de l'étude va se charger d'une visite, de l'étude des documents et faire une première conclusion. Si la sécurité ne lui paraît pas suffisante, il y aura une phase 2 où de nouveau, tout seul, il ira un peu plus loin dans l'analyse. Et à l'issue de cette phase 2, si de nouveau la sécurité n'est pas assurée à l'issue de cette phase 2, on passera à une phase 3 qui là sera un travail d'équipe. Et à l'issue de la phase 3, il y aura une phase de conclusion et de décision qui pourra être, vous le voyez, d'intensifier le monitoring, de faire des réparations, de réduire les charges, de renforcer la structure ou de la démolir. Maintenant, si on s'intéresse au calcul en fatigue des appareils de levage. Alors, pourquoi les appareils de levage? D'une part, c'est un peu ma spécialité, puisque je fais partie des groupes de normalisation européens et ISO de ce type d'appareil. Je représente les fabricants français à la demande de la commission levage du CETIM depuis presque 20 ans maintenant. Et les appareils de levage sont à la fois constitués de charpentes et de mécanismes, et ce sont typiquement des appareils qui travaillent en fatigue et qui doivent être dimensionnés en fatigue, et pour lesquels il y a beaucoup d'appareils qui ont été conçus dont la durée d'exploitation dépasse la durée de vie contractuelle et pour laquelle l'exploitant doit se poser la question de qu'est-ce que je fais de mon appareil. Alors, pour ce qui est des appareils de levage en Europe, la plupart d'entre eux ont été dimensionnés soit avec les règles FM, qui sont plutôt utilisées en France, en Europe du Sud, ou avec la DIN 15018, qui est plutôt pour l'Europe du Nord. Mais en 1989 a été publiée la première directive machine, dont le but est d'assurer un niveau commun de sécurité des machines qui sont placées sur le marché européen. Et la conformité à la directive machine peut passer par le respect des exigences des normes européennes harmonisées. Ce sont ces normes qui vont donner présomption de conformité à la directive machine. Donc, après la publication de la directive machine, un comité technique a été créé, le 147, spécifiquement pour les appareils de levage à charge suspendue. Et la feuille de route de ce comité technique, c'est d'élaborer, de rédiger des normes harmonisées qui donneront présomption de conformité aux appareils de levage. Donc, les normes de calcul des appareils de levage sont une série qui s'appelle la série des EN 13001, qui comprend plusieurs parties, et les bureaux d'études qui les appliquent auront une présomption de conformité à la directive machine, ce qui n'est pas le cas de ceux qui continuent à travailler avec les vieilles règles de l'art, comme les règles FM ou la DIN allemande. Les parties des EN 13001 comprennent notamment donc les parties 1 qui sont les principes généraux, présentation des méthodes de combinaison des efforts. Partie 2, c'est les charges et les combinaisons de charges. Et la partie 3.1, c'est les états limites et la vérification des charpentes en acier pour les appareils de levage. Il y a d'autres parties dont je ne parlerai pas sur les câbles, les galérailles, etc. Alors, la vérification en fatigue,
La démarche pour un appareil d'élevage dans cette série de normes, mais également dans les vieilles normes, c'est qu'on doit considérer les composants les plus critiques des appareils, notamment des charpentes, et les classer dans un groupe d'éléments en fonction de leur endommagement fatigue. C'est-à-dire qu'on a plusieurs tiroirs à disposition et il faut classer dans le bon tiroir l'élément en fonction de son endommagement fatigue. Et ensuite, dans ce même tiroir, on trouvera des résistances en fatigue prédéterminées. La classification des éléments de charpente dans la partie 3.1 de cette série des normes EN 13001 est basée sur 12 groupes d'éléments de S02 à S9 sur la base de leurs paramètres d'historique de contrainte petit s, qui en fait représentent l'endommagement en fatigue théorique de conception du composant considéré. Et pour déterminer ce paramètre petit s, on va avoir besoin du nombre total d'étendues de contraintes, delta sigma i, les variations de contraintes dans l'élément, et le facteur de spectre, petit k, qui est fonction de la pente de la courbe en fatigue, telle qu'on l'a vu dans les courbes Eurocode tout à l'heure. Donc voilà, idéalement, en dessous, on a représenté un histogramme de contraintes qui représente les contraintes subies, les étendues de contraintes subies par un composant durant sa vie industrielle. Comment arriver à cet histogramme de contraintes qui, lui, va nous permettre de ranger dans la bonne classe S le composant considéré? Eh bien, il faut partir en fait du service global de l'appareil. Il faut partir des séquences de travail, des cycles de travail de l'appareil pour ensuite voir comment ça se décline en variation de contraintes dans les différents composants des charpentes ou des mécanismes de l'appareil. Donc pour cela, l'historique de contraintes, on vous dit, ça va dépendre de la configuration de l'appareil, des charges et de leur position en service. Et le nombre total de cycles de travail d'un appareil durant cette durée de vie utile peut être réparti en tâches spécifiques avec un nombre correspondant de cycles de travail. Donc, par exemple, en dessous, sur un schéma, on a représenté un déchargeur de navire, donc les grandes grues comme vous avez dans les ports. Et ici, on voit que c'est par exemple une grue pour du produit pondéreux. Donc cette grue, elle se présente avec un portique qui est prolongé par un avant-bec. Et sur cet avant-bec circule un chariot. Et le chariot, il peut servir 3 zones. La cale d'un bateau, une trémie ou un stock. Et ici à droite, on a représenté, si on s'intéresse au point ici qui est au milieu du portique, si on veut classer en fatigue ce point et connaître les variations de contraintes que l'on a dedans, eh bien, on va regarder ensuite quels sont les cycles de travail effectués par l'appareil. On en a sur cet exemple repéré 2, des cycles de travail entre le point 11 de la cale du bateau et la trémie. Et si je mets une jauge de contraintes ici, en ce point de calcul, en milieu du portique, je vais récolter cette séquence de contraintes qui va passer par des minimums et des maximums. Par contre, si le chariot il évolue entre le stock et la trémie, c'est le cycle de travail qui est décrit ici, ma jauge de contraintes va donner différentes séquences de contraintes. Mais ça ne va pas me permettre suffisant pour aboutir à l'histogramme de contraintes qui est là. Il va falloir que je travaille ces séquences de contraintes pour les décliner, les couper, les scinder en cycles de contraintes qui me permettront ensuite de les ranger dans un histogramme. Et pour cela, je vais utiliser des méthodes de comptage de cycles comme la méthode du réservoir ou la méthode Rainflow. Donc le but, ce n'est pas de faire un cours en fatigue, c'est juste de rappeler en gros le principe de cette méthode. Ici, voilà visuellement comment on représente la chose. Quand j'ai déterminé une séquence de contraintes correspondant à un cycle de travail de la machine, je vais ensuite couper cette séquence au point le plus élevé, en l'occurrence le point B, et le tronçon qui se trouvait avant, je le place après. Ensuite, fictivement, je le remplis d'eau, et ce réservoir spécifique avec ce profil particulier, je vais le vider complètement, mais je vais le vider creux par creux. Et à chaque fois que je fais une opération de vidage, ça correspond à l'extraction d'un cycle de contraintes de la séquence. Donc vous voyez que pour cet exemple, qui est assez simple, j'ai un profil avec 3 creux. Je repère à chaque fois quelle est la plus grande profondeur entre le niveau initial de l'eau et le point bas où je vais faire le vidage. Et à chaque fois que je fais un vidage, donc je reporte dans un histogramme comme ceci, l'étendue de contrainte correspondant à l'écart entre le niveau de l'eau et le point de vidage. Et l'opération est terminée quand je n'ai plus d'eau dans mon réservoir. Mais vous voyez qu'à la fin, j'ai extrait un histogramme de contrainte avec 3 étendues différentes, donc 3 doubles amplitudes différentes, et je vais compter à chaque fois combien de fois ces amplitudes, ces doubles amplitudes peuvent être répétées. Donc ensuite, connaissant le nombre de cycles de travail correspondant à chaque séquence de travail pour laquelle j'ai appliqué la méthode du réservoir, je peux en déduire pour la durée de vie industrielle du composant
quel est le nombre total de cycles de contraintes appliqués et quelles sont les différentes amplitudes. Là, je peux faire mon calcul en fatigue. Alors voilà un type de tableau extrait de la norme dans lequel on va trouver les valeurs des résistances en fatigue qui sont notées delta sigma c. Donc ce sont des étendues de contraintes et on a 5 tableaux qui sont proposés. Là, vous avez un détail qui est extrait du tableau D3 qui concerne les éléments soudés. Donc vous voyez le descriptif du détail avec la direction des contraintes, la résistance en fatigue qui est donnée là dans cette colonne, donc c'est le delta sigma c, en fonction de la qualité de soudure, ça c'est très important, et là les conditions pour lesquelles on peut utiliser ces valeurs. La vérification en fatigue sera la suivante. Je vais comparer l'étendue de contrainte maximale, c'est-à-dire l'écart maximal vu par ma structure entre la contrainte maximale subie au moins une fois et la contrainte minimale subie au moins une fois. Et je vais comparer une résistance en fatigue qui va être, je pars de cette résistance en fatigue de base donnée pour 2 millions de cycles de contraintes appliquées avec une probabilité de survie de 97%. Et je vais diviser par un facteur de sécurité et racine petit m de S, c'est là en fait j'intègre l'historique de mon détail, c'est-à-dire que la résistance en fatigue étant donnée pour 2 millions de cycles, si en réalité mon appareil, en tout cas ce composant de l'appareil, ne subit que quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de cycles, avec ce terme, je vais remonter le long de ma courbe de Wöhler et avoir droit à une résistance en fatigue plus grande que celle à 2 millions de cycles. En revanche, si j'ai 5, 10 ou 15 millions de cycles appliqués, avec ce terme, au contraire, je vais descendre encore plus bas. Voilà le principe de base. On le retrouve sous différentes formes dans, je dirais, toutes les normes qui traitent du calcul en fatigue des charpentes. Alors, également, un point qui est intéressant de connaître en France pour la durée de vie résiduelle des appareils d'élevage, c'est les travaux qui ont été faits pour le CETMEF. Le CETMEF, c'est un centre technique des voies fluviales et des ports qui dépend du ministère du Transport. Et il faut savoir que dans les années 90, il y avait eu de nombreux accidents et incidents rapportés dans les ports français et qui étaient liés à des vieux appareils d'élevage. Il faut voir qu'à cette période, 70% des appareils avaient alors plus de 20 ans d'âge. Le ministère des Transports a souhaité que soient émis des recommandations, des règles techniques, un guide technique pour les exploitants des ports, pour leur dire quoi faire, comment résoudre ce problème. Et les responsables des outillages portuaires à l'époque avons cherché s'il existait des références spécifiques pour les vieillissements des appareils portuaires et concernant leur durée de vie résiduelle. Un groupe de travail a été constitué, dont le CETIM a fait partie, ainsi que le laboratoire des ponts et chaussées, des services d'outillage et quelques consultants. En l'absence d'une norme adéquate, le groupe de travail a décidé de développer sa propre procédure en mentionnant comme référence une norme ISO 12482 dont je parlerai, qui est une norme dédiée à la surveillance des appareils d'élevage, en l'occurrence la version de 1995, et les règles FEM qui sont les vieilles règles de calcul des appareils d'élevage, les plus couramment utilisées à cette époque-là, notamment en France. Un an après, en 2003, on a publié une procédure et les recommandations intègrent également des commentaires et des exemples de calcul. Donc c'est un guide technique, vous le voyez, recommandations applicables aux appareils de levage anciens dans les ports, qui a été édité spécialement pour les services d'outillage des ports français. Et la procédure, cette procédure d'évaluation des engins de levage anciens est nommée évaluation spéciale. Et depuis 2003, plus de 500 prestations ont été basées sur celle-ci en France. Alors, dans ce document, on a un autre logigramme qui est donné, je vous le donne ici, on ne va pas regarder dans le détail. Donc l'évaluation spéciale, si vous voulez, c'est la branche centrale de ce document. On a une méthode, une branche simplifiée sur le côté, dans les cas très optimistes, où on a des appareils pour lesquels leur utilisation, leurs notes de calcul initiales sont extrêmement bien renseignées, pour lesquels il y a peu de problèmes. Mais en gros, on a une démarche qui est quand même assez lourde avec plein de points d'arrêt et de contrôle. Vous avez également pour les appareils d'élevage une norme qui est importante, qui est l'ISO 12482 sur la surveillance des appareils d'élevage, je l'ai déjà mentionné, parce que c'est la seule qui traite un petit peu du problème de la durée résiduelle et de quoi faire quand j'ai dépassé la durée de vie de conception. Alors dans cette norme, vous trouvez des exigences pour justement une évaluation spéciale, donc Special Assessment en anglais. C'est une évaluation, un examen détaillé qui doit être fait par un ingénieur expert en combinaison avec des inspections selon la norme ISO 9927, qui est la norme d'inspection des appareils d'élevage. Et ce rapport d'évaluation spéciale peut comprendre des exigences pour toute action à entreprendre avant l'utilisation complémentaire de l'appareil, et notamment une révision générale, donc General Overhaul.
Par défaut, l'évaluation spéciale doit être menée au moins après fabrication, 10 ans pour les grues à tour, les grues de chargement et les grues mobiles, ou 20 ans pour les autres. À l'origine, en 1995, il y avait une procédure détaillée qui n'était fournie que pour les treuils. Mais en 2008, il a été décidé de réviser cette norme et cette révision a été finalisée en 2014 car il était apparu nécessaire de prendre en compte le retour d'expérience de la version 1995 et de l'étendre aux charpentes et à tous les mécanismes, et non pas uniquement aux treuils, comme c'était plutôt le cas dans la première version. Dans cette révision, les travaux ont été influencés par le guide technique du 7MEF que je vous ai montré, c'est-à-dire que le guide technique, on l'a fait traduire en anglais, et le chef de projet, qui était une personne de Konecranes, l'a utilisé. On a essayé de valoriser ce qu'on a fait au niveau français dans cette révision d'une norme internationale. Et dans cette version de 2014 à laquelle on a abouti, on a ajouté la notion de période d'activité de conception, qui est la période d'exploitation durant laquelle le service de conception est atteint. Cette norme ISO, elle précise également les responsabilités de l'exploitant et quelles doivent être les instructions à fournir par le fabricant de l'appareil à celui-ci. Elle donne également des recommandations pour les enregistrements de l'appareil et des méthodes de comptage. Et cette estimation est répartie en 6 catégories dépendant de la fiabilité de l'information. Vous voyez en dessous un tableau dans lequel on a défini un facteur de sécurité F1 pour le comptage du service de l'appareil. Et ce facteur de sécurité, il couvre l'incertitude de l'enregistrement et de l'estimation. Vous voyez par exemple que si c'est un appareil de levage pour lequel on a un système automatique d'enregistrement ou une documentation manuelle mais des comptages qui sont faits en parallèle, eh bien le facteur sera pris égal à F1. On va considérer qu'on prend l'information brute, elle est fiable et on va faire nos calculs en fatigue avec ça. Si j'ai une estimation qui est basée sur un processus spécial et documenté, je prendrai 10% de marge. Si c'est basé sur des données de production du site, je prendrai 20% de marge. Si c'est basé sur une production mais qui est estimée et pas documentée à 100%, je prendrai 30%. Et si l'historique de service de l'appareil de levage est inconnu, eh bien, une fois que j'ai fait mon premier jeu d'hypothèse, je prends 50% de sécurité là-dessus. Ce tableau est très intéressant parce qu'il est pragmatique, il est basé sur un taux d'expérience et nous l'utilisons, nous CETIM, fréquemment, y compris pour des appareils ou des équipements qui ne sont pas des appareils de levage. C'est pour ça que je vous le montre. Alors, je fais une petite conclusion sur la durée de vie résiduelle des appareils de levage. Le guide du 7MEF français est utile, mais il n'est appliqué que dans les ports français, même si il a été utilisé comme matériau pour une norme ISO. Il faut savoir qu'en Italie, il y a un décret ministériel pour les vieux appareils de levage qui a été publié en 2011 et qui établit que les appareils de plus de 20 ans devraient être soumis à une évaluation particulière pour les cas suivants: identifier les fissures, les défauts ou les anomalies potentielles et déterminer leur durée résiduelle et la comparer à la classification originale fournie par les fabricants d'appareils de levage. Mais en tout cas, en Italie, il y a un décret qui oblige tous les exploitants à faire une démarche que nous on appelle l'évaluation spéciale, c'est-à-dire quand même quelque chose d'assez lourd, pour tous les appareils de plus de 20 ans. Alors, en Europe aujourd'hui, il n'y a pas de norme européenne qui traite de la durée de vie résiduelle des appareils de levage, mais l'ISO 12482 est référencé par quelques normes produits, par exemple la norme européenne pour les ponts roulants portiques ou la norme européenne pour les treuils. Alors maintenant, passons, on a vu rapidement les structures métalliques, des bâtiments, les appareils de levage, passons à la pratique et à la méthodologie développée par notre centre technique. Notre centre technique est composé de différents départements, par exemple simulation, celui auquel j'appartiens, fatigue, transmission de puissance. On a des gens qui travaillent sur les appareils à pression, sur l'étanchéité, sur les composites, et beaucoup d'ingénieurs appartenant à différents pôles ont à traiter des prestations de durée de vie résiduelle ou d'extension de durée de vie. Ça inclut les structures en acier, je l'ai dit, les appareils à pression. L'évaluation de certaines de ces structures d'équipement peuvent être faites avec des normes ou des règles spécifiques, telles que celles que j'ai mentionnées précédemment, mais pour d'autres, il n'y a pas de procédure, ou les normes ne sont pas dédiées à cette problématique. Donc, de ce fait, depuis 2015, on a créé un groupe de travail multi-expertise au CETIM qui a développé un projet de méthodologie interne pour tout ce qui est durée de vie résiduelle, en se basant notamment sur le guide 7MEF et sur l'apport technique que je vous ai montré au début, qui est lié aux Eurocodes.
Voilà ici la méthodologie du CETIM qui est basée sur un logigramme assez simple. On va regarder chacune des étapes. Vous voyez qu'en tout, il y en a 6, pas plus. Mais c'est quelque chose qui se veut simple, de façon à être applicatif à un très grand nombre d'équipements, mais en même temps rigoureux, c'est-à-dire que certaines étapes, selon nous, sont incontournables et d'autres, par contre, sont optionnelles. Alors, la phase 1, c'est l'évaluation préliminaire. La phase 2, qui est optionnelle, c'est pour ça que vous avez des pointillés ou une flèche sur le côté ici, c'est l'estimation des chargements. La phase 3, c'est le cœur de la méthode, c'est l'évaluation spéciale, qui est basée sur une combinaison de calculs complets ou calculs globaux, l'étape 3.1, et une inspection détaillée, qui est l'étape 3.2. Ensuite, on a une étape, la phase 4, qui sont des investigations locales complémentaires, qui est optionnelle. C'est pour ça qu'on a une flèche qui peut permettre de passer directement de la phase 3 à la phase 5, qui est l'évaluation de la durée de vie résiduelle. Et enfin, la phase 6, c'est la décision, c'est l'extension ou non de la durée d'exploitation. Quels sont les critères d'activation d'une évaluation de la DVR? Quand est-ce qu'il faut commencer à lancer l'opération, le processus? C'est quand vous approchez les limites de conception de la fin de la durée de vie prévue. J'ai un équipement qui a été acheté pour 20 ans, même si je n'ai pas eu de souci, quand il a 18-19 ans, il est temps de commencer à se poser des questions. Donc c'est l'âge de l'équipement. C'est l'augmentation des rapports d'incidents, d'accidents, d'inspection qui résultent d'endommagement. Si on commence à avoir des problèmes qui se répètent, il faut à ce moment-là faire une évaluation spéciale. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Ou une modification substantielle d'utilisation par rapport au service prévu à la conception. Si mon engin est modifié ou si je change ces cycles de travail par rapport à ce qui était prévu, là aussi, il est temps de faire un point d'arrêt, de regarder dans le détail ce qu'il en est. Dans notre méthodologie, la phase 1, l'évaluation préliminaire, c'est la phase la plus importante. Parce que c'est là où on va reconstituer l'historique avec la participation de l'exploitant, de l'équipement ou de la structure, dans lequel on va utiliser l'historique de charge, c'est-à-dire le nombre de cycles, le spectre de charge. On va demander quelles sont les principales opérations de maintenance ou les modifications qui ont été faites, quels sont également, s'il y en a, les principaux endommagements, les défaillances telles que les fissures, les déformations qui ont pu être constatées. Ensuite, lors de cette phase, il faudra faire une première vérification des hypothèses initiales de conception, la vérification initiale emphatique si elle existe, c'est-à-dire si elle est disponible. Il faudra faire une première inspection assez brève de la structure ou de l'équipement avec la participation de l'exploitant. Selon nous, pour un équipement majeur, cette visite est quasi obligatoire. C'est-à-dire que nous sommes extrêmement réticents au CETIM à lancer une étude de DVR si, au départ, on ne peut pas jeter un œil sur l'équipement. Ensuite, à l'issue de cette première phase, on fera un premier rapport sur la base de l'évaluation préliminaire, dans lequel on donnera l'évaluation du niveau que l'on recommande pour la suite de l'investigation et le détail et la planification du programme et de ses phases ultérieures. La phase 2 est une phase qui est optionnelle. C'est une phase d'estimation des chargements de l'équipement. Pourquoi elle est optionnelle? Elle ne sera activée que si la phase 1 n'aboutit pas à des données d'entrée fiables pour les chargements. Si, par exemple, c'est un équipement pour lequel l'historique n'a pas pu être constitué ou vraiment pas de façon satisfaisante, si la documentation est inexistante et on considère qu'on ne peut pas se lancer dans la phase 3 d'évaluation spéciale avec le peu qu'on a. Donc, les chargements, on va pouvoir les déterminer de plusieurs façons. Ça pourrait être du monitoring pour des mesures de déplacement, de mouvement, de trafic. Ça pourrait être une observation visuelle pendant une période appropriée. Donc, c'est pragmatique, mais on l'a fait plusieurs fois. Nos équipes, on l'a fait plusieurs fois. Ça peut être l'utilisation de normes ou de règles qui donnent des chargements ou des spectres standards, s'ils nous paraissent suffisamment conservatifs. Ça pourrait être des simulations spécifiques, par exemple des vibrations, si ce sont des phénomènes hydrauliques, ou des études statistiques. Si c'est le monitoring qui est choisi, le choix du type de monitoring doit faire l'objet d'une étude préalable. Et ce qui est très important, c'est que les chargements issus de cette phase 2 et que l'on veut utiliser pour la phase 3, l'évaluation spéciale, ils doivent être agréés par l'exploitant. On ne va pas se lancer dans le cœur de la méthode, la partie la plus lourde, sans avoir rebouclé avec l'exploitant en lui disant voilà selon nous quels sont les chargements qu'il faut prendre en compte, statique, fatigue, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que ça vous paraît bien représentatif de ce qui a été vu. Donc quand je parle d'observation visuelle par exemple, il y a une affaire que l'on avait traitée au Mexique il y a quelques années, qui était une machine plutôt de type travaux publics, une grue sur chenille qui enfonçait des drains dans le sol 600 fois par jour.
Et cette machine avait des gros problèmes de tenue en fatigue. Par contre, les exploitants n'étaient pas capables de nous donner, pour cette machine, qui était la partie critique, c'était un mât, donc qui était un mât en treillis, qui était soumis à une flexion au moment de l'enfoncement des aiguilles. Ce qu'on a fait avec mon collègue, c'est qu'on est resté des heures à côté d'une machine à l'observer et on a relevé les différentes phases d'un cycle de travail, les différents déplacements du mât que l'on souhaitait ensuite retranscrire en efforts appliqués dans le modèle de calcul pour retrouver les mêmes moments de flexion. Et on a soumis sur place, à la fin, notre proposition de cycle de travail au cadre du chantier et aux exploitants, aux gens également, aux opérateurs des machines. Et ça a été légèrement modifié, nos propositions, mais à la fin, notre séquence de travail appliquée à la machine dans le calcul en fatigue du modèle était agréée par tout le monde. La phase 3, c'est le cœur de la méthode, c'est l'évaluation spéciale. Tout d'abord, les calculs complets, ça va être de vérifier la structure avec des références actuelles ou mises à jour. Donc, on va mettre à jour les hypothèses de calcul à partir du rapport initial d'inspection de la phase 1, s'il était suffisamment complet, ou des estimations de chargement si elles résultent de la phase 2. On va vérifier les résistances en statique et au flambement. En général, on utilisera la méthode des éléments finis, une méthode numérique, pour avoir une représentation très précise de l'équipement considéré et notamment identifier les points critiques en fatigue. Donc pour cela, on va pouvoir, à l'issue de cette phase 3.1, identifier ce qui, par calcul, nous paraît le plus critique. Parfois, cette phase peut être omise, mais c'est très rare. Lorsque les chargements sont connus avec fiabilité, l'endommagement en fatigue est faible et l'état de l'équipement est excellent. Ça, c'est très rare, mais ça peut se produire. La phase 3.2, qui fait partie de l'évaluation spéciale, c'est en parallèle l'inspection détaillée de la structure et de l'équipement. Alors, sur la base de l'inspection préliminaire et éventuellement des premiers calculs, on va faire une inspection globale visuelle par un expert du CETIM. On fera un focus avec un contrôle non destructif sur les points critiques. Par exemple, on cherchera des fissures dans les joints sous-critiques ou les concentrations de contrainte. On fera une expertise des modes de défaillance, par exemple, caractérisation de la corrosion, etc. Donc, dans cette phase 3, le calcul et l'inspection détaillée ne sont pas totalement dissociés. Ils se nourrissent l'un l'autre, c'est-à-dire que dans le modèle de calcul, on va intégrer ce qu'on a constaté notamment lors de l'inspection préliminaire ou qui a pu être signalé par l'exploitant ou déterminé si c'est fait avant lors de l'inspection détaillée. On va intégrer les modifications qui sont constatées, la dégradation de certaines parties de l'équipement. Ça peut être par exemple des soudures fréquemment qui sont mal faites, ça peut être des boulons qui manquent. Mais inversement, le calcul va nourrir l'inspection détaillée, c'est-à-dire que le calcul va, en identifiant les points critiques théoriques en statique, en flambement ou en fatigue de l'équipement, va permettre d'orienter la personne, le collègue qui fait l'inspection, vers des zones qui nous paraissent critiques, notamment si c'est des zones qui peuvent être masquées ou pas facilement accessibles. La phase 4, qui suit l'évaluation spéciale, est également une phase optionnelle. Ce sont des investigations locales complémentaires. Elle n'est activée que si les résultats de la phase 3 ne nous paraissent pas suffisamment fiables. Alors, quand est-ce qu'on a besoin d'une phase 4? C'est par exemple quand des charges locales pour des détails critiques demandent une évaluation plus fine, ou les contraintes admissibles initiales sont trop conservatives. On se rend compte que ça ne passe pas et finalement, il faut creuser les choses. Un zoom numérique est nécessaire. On a détecté des fissures de fatigue lors de l'inspection détaillée. Il faut reprendre le modèle de calcul global complet. Ou plus globalement, à l'issue de la phase 3, on n'est pas parfaitement sûr de nos résultats, de leur fiabilité, et on veut creuser un peu plus les choses. On peut également, dans cette phase 4, demander des essais spécifiques, parfois. Donc, quand tout ça est terminé, on passe ensuite à l'évaluation de la durée de vie résiduelle. Elle doit être faite selon les différentes hypothèses, en intégrant bien les services passés et futurs, celui qui est prévu par l'exploitant, qui veut garder sa machine, son équipement 10-15 années de plus et qui nous dit, ces 10-15 années, c'est a priori comme ça que je pense l'utiliser. Mais là aussi, ce service futur peut faire l'objet de plusieurs scénarios, puisque ça va dépendre de l'activité économique dans beaucoup de cas. Et on ne la connaît pas à l'avance. Alors, normalement, l'évaluation de la durée résiduelle devrait se baser sur des références actuelles ou mises à jour, surtout si la conception initiale était basée sur des références qui sont aujourd'hui obsolètes. Si on calcule un appareil d'élevage qui a été fait suivant la FM de 1962, si on veut refaire avec les règles FM, c'est mieux de reprendre avec les FM de 1987. Les vérifications, la référence utilisée
Quoi qu'il en soit, elle doit comprendre une méthodologie éprouvée pour la vérification en fatigue. Et nous préconisons l'emploi du facteur de sécurité lié à l'information selon la norme ISO que je vous ai montré tout à l'heure, même si ce n'est pas pour un appareil de levage, parce qu'il est utile et pragmatique. Et dans le rapport où on va évaluer la durée résiduelle, il est nécessaire de scinder clairement les hypothèses qui concernent le service passé, celui qui est fait à l'instant de l'évaluation de la durée résiduelle, et le service futur, ou les services futurs s'il y a plusieurs scénarios. Dans la phase 6, qui est la conclusion, la décision, c'est l'extension ou non de la durée d'exploitation. On va fournir un rapport final qui comprendra tous les résultats, toutes les hypothèses issues de toutes les phases, les mesures correctrices et la période jusqu'à une prochaine évaluation qui est recommandée et un planning d'inspection qui est mis à jour. Les mesures correctrices, ça sera souvent une combinaison. Ça peut être des exigences de réparation, de renforcement, de la reconception, de la préservation en bon état, ça peut être un déclassement de l'appareil, ça peut être l'installation d'un monitoring à certains endroits, et souvent, je vous le disais, une combinaison de plusieurs de ces mesures. La décision, exceptionnellement, ça peut être l'arrêt d'un équipement si on juge que le risque est trop élevé ou que le coût d'exploitation est trop élevé. Mais ça, c'est plutôt l'exploitant qui prendra la décision. Voilà maintenant un exemple d'étude de durée résiduelle que le CETIM a mené il y a quelques années. Ce sont des manipulateurs de charge pour la société Airbus. Le but de cette étude, c'était d'estimer la durée de vie résiduelle de manipulateurs pour composants d'avions du programme A330 et A380 sur le site de Nantes-Bouguenais. En fait, ces manipulateurs, ce sont des éléments articulés. Alors, on les voit ici sur une photo ou ici sur ce plan, qui sont eux-mêmes installés sur un chariot, qui translate lui-même sur un pont roulant, qui peut se déplacer sur un portique qui est fixé au sol. Ils ont été installés en 1999 et le souhait d'Airbus, c'était de les garder jusqu'en 2027 pour accompagner le programme A330. Donc quand l'étude a été faite, je crois que c'était en 2015 à peu près. La phase 1 maintenant, si on décline notre méthodologie CETIM, l'évaluation préliminaire. Nous avons dû établir pour ces manipulateurs de levage, sachant que notre étude, elle comprenait le tout, c'est-à-dire le portique, le pont roulant, le chariot, les manipulateurs. Mais nous savions à l'avance que c'était les manipulateurs qui étaient les plus sollicités en fatigue et les plus critiques en théorie. Donc nous avons dû établir un spectre de charge historique à partir des statistiques de production du site, parce qu'en fait, sur ce site, il n'y avait pas de répertoire de faits du service pour chacun des postes. On avait une gestion qui était faite pour le site entier, une gestion de production. Nous avons donc dû expliquer aux cadres et aux opérateurs ce qu'il nous fallait, nous, en tant qu'ingénieurs, pour pouvoir faire une estimation de la durée de vie résiduelle des manipulateurs. Et nous avons eu plusieurs réunions avec eux. L'étude, cette phase a été itérative et ils sont partis, vous le voyez, de données Excel, de données de production dédiées aux programmes, différents programmes Airbus gérés dans le site, à des hypothèses, donc des spectres de charge pour les postes étudiés, de la mise en service jusqu'en 2016 et de 2017 jusqu'en 2027. La phase 2 a été l'estimation des chargements. Donc là aussi, il a fallu les définir en collaboration étroite avec les opérateurs des manipulateurs, parce que sur ces machines étant dédiées à plusieurs programmes aéronautiques et à la manipulation de pièces qui pouvaient être soit courtes, soit grandes et de poids différents, il y avait une très très grande variété d'opérations possibles et conséquemment, vous le voyez, si vous regardez les manipulateurs, on voit donc que ce sont des éléments qui sont articulés les uns par rapport aux autres. Donc on avait une très grande variété de positions angulaires et par là même de moments de flexion et de moments de torsion subis par ces éléments. Donc compte tenu du fait qu'il n'était pas possible d'un point de vue coût économique de l'étude de représenter toutes les opérations, nous avons dû sélectionner, en accord avec les gens d'Airbus pour leur représentativité, des positions géométriques critiques et en même temps représentatives. Et là, vous voyez deux des positions donc angulaires que l'on a ici entre le grand bras
et le petit bras de ces manipulateurs en fonction des pièces qui sont manipulées. La phase 3, la première partie, les calculs complets, nous avons réalisé des modèles éléments finis complets de l'ensemble, c'est-à-dire le portique, le pont roulant, le chariot et les manipulateurs ici qui sont aux extrémités. Nous avons fait ça avec des éléments de coque, des éléments solides parfois, et un maillage très raffiné. Les assemblages boulonnés ont été représentés en tant que tels, c'est-à-dire que les boulons ont été modélisés, que ce soit les boulons entre les poutres verticales et les poutres horizontales du portique, ou les boulons d'ancrage au sol, par exemple. Et nous avons identifié quelques zones de concentration de contrainte. Vous en avez une ici qui est représentée pour le bras principal du manipulateur. Dans l'inspection détaillée, nous avons fait une inspection visuelle complète des structures et des mécanismes. L'équipement a été déclaré globalement sain et comprenant peu de défauts, et un rapport spécifique a été fourni dans nos rapports. Donc nous fournissons des rapports avec plein de zooms, d'identification des détails qui sont étudiés, et avec des remarques concernant la qualité des soudures, la qualité également des joints soudés, la présence de corrosion ou non, etc. La phase 4 n'a pas été nécessaire puisque l'équipement était sain et les calculs étaient satisfaisants. Il n'y avait pas pour nous nécessité de faire des zooms numériques, par exemple. Et l'évaluation de la durée de vie résiduelle a été faite en utilisant le facteur F1 égal à 1,10, une estimation basée sur un processus documenté spécial compte tenu de la qualité des données de production et de leur précision qui étaient à l'issue desquelles ont été basés les spectres de charge pour les manipulateurs. À la fin, pour ce qui est de la décision, nous avons validé l'extension de la durée d'exploitation jusqu'en 2027 avec aucune réparation requise, mais nous avons défini des périodes d'inspection spécifiques en fonction des endommagements en fatigue relatifs aux différents éléments des portiques, des ponts roulants, des chariots et des manipulateurs, en fonction en fait des calculements finis et des zones qui ont été repérées comme étant les plus sollicitées et les plus critiques. Voici quelques autres applications industrielles qui ont été faites par le CETIM. Un chemin de roulement pour ArcelorMittal en Roumanie. Il s'agit d'un site sidérurgique à Galati pour lequel un vieux pont roulant de 250 tonnes de CMU avait été remplacé par un pont neuf de 300 tonnes. Le chemin de roulement avait 40 ans d'âge, d'où le questionnement sur place d'ArcelorMittal sur son remplacement. Et en fait, nous n'avons pas été vraiment, c'est pas nous qui avons fait en quelque sorte l'évaluation spéciale. Les calculs, les analyses ont été faites par des équipes roumaines, mais nous étions chargés d'orienter leur travail, de l'organiser et de le contrôler. Et la vérification en fatigue a montré que la résistance en fatigue était consommée. Cependant, nous avons préconisé de conserver le chemin de roulement, ce qui n'était pas l'avis des équipes locales initialement, avec un plan d'inspection et de réparation adéquat, et également avec des contrôles non destructifs ponctuels. Et le suivi de nos préconisations a permis à ArcelorMittal d'épargner une quinzaine de millions d'euros, ce qui aurait été le coût du remplacement de ce chemin de roulement. Il faut voir que les chemins de roulement que vous avez ici font à peu près 2,5 mètres de haut. Une étude typique de durée de vie résiduelle qui a été menée au début des années 2000, c'est l'évaluation de la durée de vie résiduelle des passerelles d'embarquement des ferries du port de Calais. Donc vous avez un très grand nombre de passerelles, de portiques qui ont été étudiées, que ce soit des passerelles pour véhicules ou des passerelles pour piétons. Je crois qu'en tout, il y en a 8 qui ont été étudiées. Voilà un exemple donc, qui est représenté ici. Vous avez ici une passerelle qui est articulée à une extrémité. De l'autre, elle est soutenue par des treuils qui sont dans la partie haute de ce portique, et les véhicules qui accèdent aux ferries, que ce soit des voitures, des camions, passent sur ces passerelles, et évidemment, le flux, le trafic génère de fortes contraintes en fatigue, plus la corrosion. C'est pour ça que la CCI de Calais vous avait consulté pour vérifier la sécurité de toutes ces passerelles. Donc celle que vous avez là, la passerelle numéro 3, avait été mise en service en 1980. Elle était conçue initialement pour une capacité de 60 tonnes et le port de Calais nous avait également demandé si, exceptionnellement, on ne pouvait pas faire passer des véhicules de type militaire avec une surcharge à 80 tonnes. Et tous les calculs que nous avons faits, toutes les inspections, ont abouti au maintien de la capacité nominale actuelle. Nous nous sommes opposés au passage à 80 tonnes, à des réparations ponctuelles, mais globalement, la passerelle et le portique étaient sains.
Il y avait des réparations, des inspections spécifiques à prévoir, mais ils ont pu garder ça quelques années de plus. Un autre exemple, c'est un pylône de remontée mécanique. Je crois que c'était la station de Megève. Ils avaient été installés en 2000 et le nouvel exploitant souhaitait les conserver jusqu'en 2030, puisqu'en fait, l'exploitant a racheté la totalité de l'installation et des remontées mécaniques. Alors, pour ce qui est de cette installation, ils savent que le point faible d'une remontée mécanique, c'était le pylône. Ce pylône-là, c'est lui qui était le point faible en fatigue et que sa validation permettrait de valider les autres équipements comparables. Alors, pour cet équipement, nous avons réalisé un modèlement fini spécifique et les données de cyclage en fatigue étaient basées sur les informations fournies par le client. Alors, lui, il nous avait donné des nombres de passages de véhicules qui avaient été répertoriés avec les charges des véhicules en fonction du nombre de skieurs, de leur équipement ou quand les véhicules étaient à vide. Donc, vous voyez bien que ces véhicules qui passent d'un côté et de l'autre de pylône génèrent des moments de flexion et donc des variations de contraintes en fatigue. Je précise que là-dedans, le CETIM n'opérait que pour la partie fatigue, c'est-à-dire que cet exploitant avait fait appel à d'autres personnes pour l'inspection, d'autres personnes pour le CND. Par contre, nos calculs éléments finis qui ont été menés avec la méthode du point chaud ont été recalés par jauge d'information, par une autre société, et nos calculs ont été confirmés. Donc vous voyez qu'ici, dans la partie haute du pylône, on a repéré des points qui nous paraissaient critiques, pour lesquels on a appliqué la méthode du point chaud et nous avons donné une estimation du niveau résiduel. Alors, nous avons confirmé l'exploitation jusqu'en 2030, mais nous avons préconisé des périodes d'inspection plus resserrées, données à 6 mois pour certains points critiques. Et également, nous avons émis des recommandations pour la tenue en fatigue et la reconception de la partie haute des pylônes pour des conceptions futures. Ce pipeline a été également étudié par les équipes du CETIM. Il s'agit de 262 km de pipeline entre Le Havre et la station, je crois, à côté de Paris. Il a été mis en service en 1966 et l'ADREAL avait demandé à Total en 2015 d'évaluer l'endommagement. Alors, les collègues qui sont chargés de ça ont pris en compte des hypothèses conservatives sur un nombre d'arrêts d'urgence par an, de mesures de variation de pression sur plusieurs mois et de facteurs de sécurité. Il y a également des mesures détaillées de la géométrie, sachant que le diamètre est de 508 mm et que les épaisseurs sont variables de 6 à 15 mm, et également les soudures. Les analyses en fatigue ont été faites selon le DNV et selon les recommandations de l'Institut international de la soudure, et l'étude a validé la poursuite de l'exploitation pour les 40 prochaines années. Donc là, on est plutôt dans un équipement de type appareil à pression. Un autre exemple qui a été traité cette année, et c'est une étude assez longue qui a duré plusieurs mois, ce sont des tours de palettisation pour la société Interforum. Donc, ces tours de palettisation contiennent 75 000 palettes. Un paletier, ça représente 12 rangées de 14 niveaux qui sont desservies par 4 ascenseurs et 10 chariots. Ça représente la gestion des flux à peu près 42 500 tonnes de livres qui sont expédiés par an. Interforum, c'est un grossiste en livres. Donc là, vous avez une vue d'une de ces rangées et vous avez sur les côtés, là, des chemins de roulement qui sont des tubes, des profilés en C sur lesquels circulent des chariots avec les palettes chargées de livres. Et évidemment, ces chariots sont de poids variable, c'est-à-dire que les palettes elles-mêmes représentent un spectre de charge. Nous avons fait une vérification visuelle et par CND des structures et des assemblages, des boulons et des soudures, pas tous, mais disons qu'il y a à peu près 15% de l'ensemble qui a été échantillonné et étudié. Les désordres qui ont été pu être constatés ont été recensés, c'est-à-dire des fissures de fatigue dans certains éléments, des boulons qui ont été desserrés, et il y a eu des rapports d'état des lieux qui ont été rédigés avec des préconisations de remise en état et de surveillance. Nous avons fait également un modèle élément fini d'une partie du paletier et d'une nacelle d'ascenseur, et nous avons fait des calculs en fatigue en simulant précisément le passage du chariot. Donc chaque chariot comprenait 8 roues, et notamment les jonctions de profilés. Vous aviez des jonctions boulonnées ou soudées qui pouvaient être complexes entre les profilés sur lesquels circulent les chariots et les poteaux verticaux, par exemple. Donc on a regardé dans le détail le cheminement des contraintes dans les boulons, dans les soudures, et nous avons fait intervenir les gens d'Interforum pour qu'ils évaluent pour nous le nombre de cycles dans les différentes parties du palier et, encore une fois, le spectre de charge des chariots qui circulent. Alors, nous avons validé
la poursuite de l'exploitation jusqu'en 2035 de ces paletiers, moyennant des réparations locales, des inspections localisées, des changements de quelques composants et une reconception des nacelles des ascenseurs. Les nacelles, par contre, ont une tenue en fatigue qui a été sous-estimée et il est nécessaire de les reconcevoir et de les remplacer par des modèles plus performants. En conclusion, l'évaluation de la durée de vie résiduelle des structures des équipements est abordée par un certain nombre de références, mais au final, ces documents sont peu nombreux en comparaison de la taille et de la complexité du problème. Toutes les méthodes proposées, dont notre méthodologie CETIM, sont basées sur des phases qui doivent être conduites selon une séquence prédéfinie. Elle est plus ou moins compliquée, vous l'avez vu dans le document du CETMEF ou celui des Eurocodes, mais c'est toujours un travail itératif avec des phases de contrôle et des conduites logiques. Une bonne évaluation de la durée de vie résiduelle, ça nécessite une combinaison d'expertise en inspection, en CND, en monitoring, en analyse des structures. Ça inclut le plus souvent la méthode des éléments finis et la pratique du dimensionnement en fatigue. Les techniques de mécanique de la rupture sont de plus en plus utilisées et la connaissance en fiabilité est un plus. La méthodologie d'évaluation du CETIM, on continue de la développer. Chaque année, on fait une révision de notre méthode et on intègre progressivement les exigences qui sont liées à la recyclabilité et aux économies d'énergie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est peu présent dans nos études, mais c'est quelque chose qui demain va devenir de plus en plus recommandé et qui un jour, on sait, sera exigé, notamment pour d'abord les économies d'énergie. Est-ce qu'un appareil, c'est intéressant d'un point de vue environnement de le conserver? Et puis la recyclabilité, bon, c'est plutôt la conception des engins neufs, mais on commence également à le traiter pour des études de vie résiduelle. Voilà pour moi. Donc je précise qu'également cette méthodologie, on va travailler dans les années à venir à la développer parce qu'aujourd'hui elle est plutôt centrée sur la fatigue, c'est vrai, mais également sur l'usure. On l'a appliqué il n'y a pas longtemps pour un devis pour la ville de Singapour qui était l'extension de la durée d'exploitation des conduites d'eau usée. Donc là, on était plutôt dans une évaluation spéciale qui était basée sur la mécanique des fluides avec quelques calculs de type appareil à pression. On va également l'étendre donc aux composites pour lesquels la tenue en fatigue est plus, disons que ça demande plus de travail et plus de recherche que pour des structures métalliques. Donc on est dans un travail d'extension, d'adaptation de cette méthodologie du CETIM. Donc vous avez ici quelques références qui sont données, des stages, des choses comme ça. Notez que l'an prochain, nous avons prévu de créer, d'organiser une journée technique dédiée à la durée de vie résiduelle, à la maintenance préventive, à toutes ces choses-là, la RBI. Bon, je crois avril 2022 qui est prévu. Pour l'instant, la date n'est pas figée. Voilà, j'ai fini cette première partie d'exposé. Je vous remercie de votre attention. Je suis disponible si vous avez des questions. Oui, alors on a quelques questions. En tout cas, n'hésitez pas à les poser dans le chat et comme ça, je les poserai directement à notre invité. Donc, première question, y a-t-il une durée moyenne pour une étude de durée de vie résiduelle? Non, ça va dépendre de la complexité de l'équipement et maintenant de la quantité et qualité d'informations qu'on a au départ. L'étude sur les paletiers d'interformes dont je parlais, ça a duré, je crois, 9-10 mois. Vous en avez d'autres qui vont durer quelques semaines. Mais sachant qu'on a plusieurs phases, que c'est itératif, c'est rarement quelque chose de très rapide. Il faut toujours compter quelques semaines à quelques mois. Alors Il faut se ensuite, donner deuxième le temps de question. le faire correctement et d'impliquer tous les gens qui vont pouvoir apporter. C'est pour ça qu'au moment de la phase 1, l'inspection préliminaire notamment, c'est très important d'avoir autour de la table les gens qui connaissent bien les équipements, les opérateurs, les gens des services de maintenance, et de leur expliquer ce qu'on veut faire. Il faut qu'ils soient moteurs là-dedans. Il ne faut pas qu'ils soient suiveurs et passifs, voire réticents. Ok, merci. Alors, deuxième question. Sur le site Interforum, avez-vous été obligé de poser des jauges de déformation pour réaliser l'évaluation en fatigue et la DVR? Non, on n'a pas utilisé des jauges. On aurait pu, mais il n'y a pas eu besoin, tout simplement. On met des jauges d'une manière générale, je dirais que quand vraiment on ne peut pas faire autrement. Et là, il n'y avait pas besoin.
Alors ensuite, question suivante. Les calculs Utilisez-vous... que nous avons, pardon, les calculs que nous avons faits étaient suffisamment précis, les modèles suffisamment raffinés pour que, en fonction du chargement qu'on avait mis, sachant que le chargement lui-même était modélisé de façon presque continue pour voir l'impact, parce que si vous voulez, les chariots, ils ont plusieurs galets. Donc quand vous avez une jonction de profilés de rails avec l'assemblage boulonné, on a vraiment fait ça par séquence, avec un premier galet qui passe, un deuxième et ainsi de suite. Nos modèles étaient très raffinés localement, il n'y a pas eu besoin de recaler par des jauges. Alors ensuite, question suivante. Utilisez-vous parfois d'autres méthodes que les CND pour l'évaluation de l'état des structures? Entre parenthèses, jauge accéléro ou de vitesse, analyse modale pour recalage des paramètres d'inertie, etc. Oui, on peut tout. Là, moi, je ne suis pas dans le domaine de la CND, si vous voulez, donc je n'ai pas détaillé. La CND, si vous regardez dans notre document méthodologique, il y a au moins 7 ou 8 méthodes. Ce n'est pas mon métier. On n'a aucune censure. L'essentiel, c'est de respecter l'idée de ce que j'ai appelé, quand elle a besoin d'être activée, la phase 2, la phase qui est optionnelle d'évaluation des chargements. On utilisera, c'est pour ça qu'on a mis une liste, on met monitoring, observation visuelle et tout. Le maître mot des études LVR, c'est le pragmatisme. On prend l'outil qui nous paraît le plus approprié pour avoir une information fiable à la fin. S'il faut utiliser des jauges accéléraux, on le fera. Mais c'est vrai que les exemples que j'ai cités et ma pratique, c'est plutôt les charpentes, pas trop les mécanismes. Mais les collègues des transmissions de puissance utiliseront plus facilement et plus souvent que moi ces choses. Merci. Ensuite, question suivante. Beaucoup de personnes pensent qu'il n'est pas possible de mener une étude de DVR en l'absence d'enregistrement des sollicitations subies par l'équipement. Est-ce que c'est exact? Non, en fait, c'est une réticence qu'on a où, avec beaucoup d'exploitants, des gens nous reçoivent souvent en disant on n'a pas d'infos, on n'a rien, on n'a plus les notes de calcul initiales ou on les a jamais eues. On n'a pas fait de relevé des chargements subis par l'engin. Si c'est un appareil de vache, on n'a pas mesuré les cycles, on n'a pas mesuré les charges. Donc, souvent, des gens nous disent on n'a rien et vous n'aurez rien. C'est même pas la peine d'espérer. Bon, et là, il faut combattre un peu cette attitude parce que l'information, elle existe, mais elle est souvent dans la tête des gens. Donc, c'est à nous d'expliquer lors de cette phase d'inspection préliminaire, on a des outils. C'est là où il faut des fois prendre des petits extraits de nos cours, par exemple de formation sur la fatigue, pour expliquer ce que c'est qu'une courbe de voleur, ce que c'est qu'un histogramme de contrainte ou de charge, pourquoi on en a besoin, et de donner la possibilité aux gens qui connaissent l'équipement de bâtir avec nous ces hypothèses. Et on arrive, c'est bien rare, qu'on soit obligé d'activer une phase 2 de mesure des chargements parce que vraiment, on n'a rien au départ et on n'arrive pas à bâtir quelque chose. Par contre, c'est comme dans le cas d'Airbus, on doit expliquer ce dont on a besoin. Les gens doivent le comprendre, donc être suffisamment pédagogues, et ensuite ils doivent travailler de leur côté, nous proposer des choses. Donc on travaille de façon un peu itérative là-dessus. Mais on arrive toujours, même quand l'information n'a pas été capitalisée au départ, on arrive toujours à se bâtir des hypothèses de calcul. Et dans le cas où il reste du flou, on a d'abord la première possibilité qui est de se donner plusieurs scénarios, un scénario moyen, un scénario optimiste, un scénario plus contraignant, et on a ce facteur d'information qui permet également de quantifier les 3 scénarios précédents en fonction de la fiabilité que l'on suppose à nos hypothèses. Alors, une prochaine question. La méthodologie que vous proposez repose sur l'hypothèse que la ruine de la structure intervient dès l'amorçage d'une fissure. Êtes-vous également amené à réaliser des calculs de type mécanique de la rupture pour tenir compte de la phase de propagation? Et si oui, dans quel cas? Alors, on le fera, on peut le faire. C'est vrai que j'ai pas beaucoup traité le cas des composants fissurés. Donc, dans le cas où vous avez un composant qui est fissuré, ou dans le cas où vous faites une étude d'endommagement fatigue d'un équipement et vous réalisez qu'il il a dépassé sa durée de vie de conception. Vous ne constatez pas au moment de l'évaluation des résiduels des fissures, mais demain, il peut y en avoir. Donc, dans ce cas-là, normalement, si vous ne pouvez pas réparer, par exemple, ou il faut passer à la mécanique de la rupture. Parce que seulement la mécanique de la rupture va pouvoir vous dire cet appareil, avec cette fissure et en fonction des efforts qu'il subit et de leur cyclage, voilà comment la fissure devrait se propager, si elle se propage, et je vais devoir donner à l'exploitant la période pendant laquelle il peut continuer d'exploiter avec cette fissure en toute sécurité. Parce que pour certains équipements,
les gens vous diront, désolé, moi, je ne peux pas l'arrêter. Si je l'arrête, c'est la mort du site, ou etc. Donc, où est-ce que je peux tenir jusqu'au mois d'août ou jusqu'à telle période où là, je vais avoir une phase de maintenance et d'arrêt de l'équipement. Donc oui, c'est vrai, le cas des composants fissurés, il faut passer à la mécanique de la rupture. Mais la mécanique de la rupture, il n'y a pas beaucoup de gens qui la maîtrisent réellement. C'est quelque chose de compliqué. Bon, les gens qui sont dans le nucléaire ou dans l'aéronautique, ils en font tous les jours. Nous, on a quelques personnes au CETIM. C'est-à-dire que, je ne sais pas, j'ai une bêtise, mais s'il y a au CETIM, allez, 25 personnes qui ont une pratique correcte de la fatigue, en mécanique de la rupture, on doit avoir 3 personnes, 3, 4. C'est plus compliqué, mais en même temps, c'est la seule possibilité, c'est vrai. Au CETIM, on a lancé des grands plans, hein. On a lancé des gros budgets sur la mécanique de la rupture. On a lancé des thèses, des choses comme ça, pour nous muscler encore davantage. Alors ensuite, concernant EN 1993-1-9, vous indiquez une probabilité de survie de 97,7%, donc ce qui correspondrait à une probabilité de dépassement de 2,3% et approximativement à un écart de 2 écarts types par rapport à la moyenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces valeurs? Bon, les expliquer non, disons que ce sont des valeurs, quand vous prenez des, des codes qui intègrent des méthodes de calcul en fatigue, vous avez les courbes de résistance en fatigue sont basées sur des dépouillements statistiques issus d'essais. Cependant, la fatigue, c'est un phénomène très aléatoire, c'est-à-dire que si vous prenez, quand vous faites des essais en fatigue, vous allez faire un essai, par exemple, sur un type de détail, par exemple un joint bout à bout, vous allez fabriquer 15 éprouvettes, enfin, et vous allez soumettre ces 15 éprouvettes à un niveau de chargement. Et vous constaterez que vous aurez une première éprouvette qui va casser à 150 000 cycles, mais que la dernière, elle pourra casser à 1 500 000. Donc, il y a une vraie dispersion dans le phénomène de fatigue, et cette dispersion est prise en compte précisément dans l'analyse. Mais compte tenu de cette dispersion, on ne peut pas économiquement donner des courbes de résistance en fatigue qui donnent une probabilité de survie à 100%, parce que vous allez couvrir ces quelques détails qui vont lâcher avant les autres. Et vous allez fabriquer des structures qui sont trop lourdes, qui ne sont pas compatibles avec le monde industriel. Donc, en fait, moi, dans ma pratique d'ingénieur, le seul document où j'ai connu une courbe à 100%, c'était une courbe posée par répression de l'ASME. Tous les autres, vous avez des valeurs qui sont généralement 95 ou 97,7, ou voire on préconise, je crois que pour les engrenages, la norme ISO préconise 99%. En général, les mécanismes, on préconise un peu plus que les charpentes, parce que les charpentes, la fissure se propagera plus lentement que si c'est un arbre en grande vitesse, par exemple. Mais je dirais que ce sont, je ne suis pas statisticien expert en fatigue, 97,7, c'est une valeur usuelle dans un règlement moderne. Mais il faut, par contre, excusez-moi, je précise une chose. Parfois, il y a une incompréhension sur ces valeurs de 97,7. Les gens s'imaginent que s'ils dimensionnent avec un code en fatigue dont la probabilité de survie est de 97,7, ils s'imaginent que s'ils fabriquent 100 machines, il y en a 2,3 sur 100 qui vont fissurer. C'est faux. C'est 97,7, c'est si dans votre calcul, vous êtes au taquet. Votre contrainte est égale à la contrainte limite en fatigue donnée par la norme. Vous êtes sur la courbe limite. Là, vous êtes à 2,3% de probabilité. Si vos charges en service seront strictement égales à vos charges de calcul. Par contre, si vous avez une marge de sécurité entre votre résistance en fatigue et vos contraintes calculées, vous serez dans la pratique à 100% de survie. Si le service est conforme à vos hypothèses de calcul. Alors en tout cas, n'hésitez pas à poser toujours vos questions dans le chat. Alors, question suivante, est-il obligatoire de passer par un modèle élément fini pour ce type d'études? Non, mais c'est le cas le plus fréquent. Vous pourrez vous passer d'éléments finis. Par exemple, il arrive parfois, mais extrêmement rarement, qu'on doive intervenir sur des équipements qui sont traités par des combinaisons de feuilles Excel ou de calculs analytiques très bien faits, très bien documentés. Si vous avez un rapport qui est bien fait, avec des calculs analytiques, des figures, des choses qui sont claires, parfois, nous, ce qu'on aura, c'est juste à reprendre le rapport initial et à le mettre à jour en fonction des chargements que l'on connaît, de la durée de vie en fatigue qui va changer les classements. Mais
c'est quand même assez rare. Et en général, parce qu'on parle d'évaluation spéciale, donc il y a quand même spécial, ça veut bien dire que c'est quelque chose d'assez lourd, dans lequel on doit être complet, et pour lequel, au moins pour les composants les plus critiques, il faut qu'on aille dans le détail. En général, une méthode numérique, élément fini, c'est bien rare qu'on s'en passe. Ça peut arriver, mais dans des cas très favorables, qui se présentent assez peu. Ok, donc pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Donc on va clôturer donc, ce webinaire. Merci beaucoup à vous pour cette présentation. Merci Et et merci à tous d'avoir été là. bah Et pour voilà, vous. merci à toutes et à tous d'avoir écouté, d'avoir posé vos questions. Je vous rappelle que vous retrouverez en ligne le replay de ce webinaire dans quelques jours, donc sur le site de Technique de l'ingénieur, dans l'onglet Magazine d'actualité. Et bah, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Au revoir. De même, au revoir.